Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'état du marché et plus principalement un zoom sur Ether. Alors que la plupart des crypto-monnaies fondent comme des glaçons au soleil, Ether lui prend une claque encore plus violente suite à un mouvement de panique qui pourrait être une opportunité pour certains. On va débriefer ce qui est en train de se passer sur Ether, notamment sur le ST Ether, un Ether liquide qui crée justement un mouvement de panique autour de la crypto-monnaie. Mais on va également parler d'une énorme avancée technique qui est le déploiement justement d'Ether 2.0 sur un testnet qui a fonctionné. Ce qui pourrait annoncer très court terme le passage et le fameux merge d'Ether d'un consensus de Proof of Work à un consensus de Proof of Stake, dont les premières discussions d'un passage en Proof of Work sur un Proof of Stake ont eu lieu en 2016 et qui représente la liaison entre l'ancien réseau Ethereum en Proof of Work avec des mineurs qui sécurisent le réseau et la Beacon Chain qui est la blockchain d'Ether en Proof of Stake qui fonctionne depuis maintenant décembre 2020. Et vous allez voir pourquoi cet événement est probablement le plus gros événement attendu dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Vous êtes très nombreux à demander si ça va faire monter ou baisser le prix de l'Ether. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai suffisamment d'informations pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. En tout cas, ça va changer pas mal de choses au niveau du nombre de nouveaux Ethers générés sur le réseau, la rareté de l'Ether, le nombre d'Ethers en circulation disponible aujourd'hui et au moment du merge qui vous permettront de prendre ou de sortir d'une position et possiblement d'anticiper ce moment le mieux possible. On terminera sur Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, qui a fait un thread pour parler de ces différentes contradictions. Certaines un peu complexes que je n'arrive pas à percevoir, mais d'autres que beaucoup de gens pourraient se poser puisqu'elles s'appliquent à la plupart de l'écosystème crypto et pas uniquement à Ether. Bien que ce soit un sujet complexe, je vais essayer de le vulgariser à fond parce que j'aimerais avoir un maximum de réflexion avec des membres de la communauté et que tout le monde puisse se faire son propre avis. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Le but, c'est bien que ce soit un sujet complexe, qu'il soit à la portée de tous. Alors, on commence tout de suite par le ST Ether, le fait qu'il y ait un mouvement de panique autour de cette crypto-monnaie qui est censée être égal à un Ether. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Pourquoi est-ce que les deux n'ont pas le même prix? C'est-à-dire qu'un ST Ether vaut aujourd'hui moins qu'un Ether. Et pourquoi est-ce que ça pourrait mettre en défaut certaines grosses entreprises, notamment Celsius, dont vous avez probablement déjà entendu parler? De la même façon, qu'est-ce que vous pouvez surveiller et est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité à saisir dans cette histoire? C'est possiblement le cas. Encore une fois, il y a des risques partout. Je le rappelle, et c'est le cas pour toutes mes vidéos sur les crypto-monnaies, investir dans les crypto-monnaies comporte des risques. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre encore plus quand vous essayez de faire du trading bidouille alors que ce n'est pas votre métier et essayez de gagner de l'argent dans un marché qui s'effondre comme les crypto-monnaies en ce moment. On l'a déjà connu en 2017 en sortie de bull run. Aujourd'hui, c'est rebelote, c'est la plupart des actifs qui perdent le gros de leur valeur. Ce sont des moments qui sont difficiles. C'est naturellement le moment où tout le monde tire sur tout le monde sur les réseaux sociaux. Tout le monde cherche des responsables alors qu'on est en réalité sur un marché en plein repricing. En plus de ça, dans une situation économique et financière du monde traditionnel avec énormément d'incertitudes et énormément d'inflation. Bref, autant dire que le mood des investisseurs du monde traditionnel ou de la crypto est au plus bas. C'est très clairement la panique et malgré tout, il y a des trucs super intéressants à analyser. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que le ST Ether? Le ST Ether est intervenu au tout début du lancement de la Beacon Chain, c'est-à-dire que la blockchain Ether, qui était à l'origine en Proof of Work, a lancé une chaîne secondaire sur laquelle on pouvait bloquer des Ethers de la blockchain originale, les bloquer dans un contrat qui allait permettre de lancer un validateur sur la nouvelle chaîne. En bloquant ces Ethers, non seulement ils n'étaient plus accessibles pendant une certaine période, jusqu'à ce que l'on arrive à l'étape où il y aurait justement ce merge. Donc pour l'instant, les gens qui ont bloqué des Ethers depuis décembre 2020 ne peuvent pas encore les récupérer, mais en échange de ça, en les bloquant sur la nouvelle chaîne, les utilisateurs recevaient des intérêts qui allaient en décroissant en fonction du nombre de validateurs. Il y a donc beaucoup de gens qui ont bloqué des Ethers depuis longtemps et qui ont obtenu des intérêts. Certaines sociétés ont proposé un système de liquidité, c'est-à-dire qu'on leur apportait des Ethers. Ça a été le cas justement de Lido qui proposait le ST Ether. Quand vous apportez un Ether, vous recevez un ST Ether en échange. Lido va stacker votre Ether, c'est-à-dire le bloquer sur la nouvelle chaîne pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse mise à jour qu'on a longtemps appelée Ether 2.0 et qu'on appelle aujourd'hui The Merge. En attendant, vous pouviez faire de la finance décentralisée avec cette image miroir qui était censée être égale à un Ether. Quoi qu'il arrive, quand le merge aura eu lieu, vous pourrez rééchanger un ST Ether contre un Ether, du moins théoriquement. Les ST Ether étaient très utilisés sur la blockchain Luna. Vous le savez, UST et Luna, la spirale infernale a aspiré plus de 50 milliards de dollars en faisant effondrer les deux valeurs. Ça n'a pas affecté directement le ST Ether, mais ça a mis un gros coup dans la confiance que les gens pouvaient avoir en ce modèle. Alors déjà, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas
pas la même chose. Il n'y a pas la même spirale infernale qui fait qu'une chaîne peut effondrer l'autre et que tout peut tomber de plus en plus bas encore et encore. En l'occurrence, si Lido a bien fait son travail, derrière chaque ST Ether, il y a bel et bien un Ether bloqué sur la beacon chain d'Ether, et quand le merge aura lieu, on pourra récupérer un jeton contre un jeton. En attendant, là, maintenant, tout de suite, un utilisateur qui a un ST Ether ne peut plus obtenir un Ether s'il désire l'échanger. Certes, il y a des plateformes d'échange, mais les cours ont légèrement varié. Certains parlent de DPEG. En tout cas, un ST Ether est égal à l'heure actuelle à 0,95 Ether, soit 5% de moins. L'autre point que j'avais abordé dans le premier tournage de cette vidéo, c'était à propos de Celsius Network. En fait, justement, suite à ce problème de liquidité sur ST Ether et Ether, si trop d'utilisateurs d'un coup demandent à récupérer leurs Ethers de certaines plateformes, comme Celsius Network, ils vont avoir deux choix. Soit ils vont revendre instantanément les ST Ether contre des Ethers, mais donc ils vont perdre de l'argent, parce qu'ils ne pourront pas attendre de faire un échange 1 pour 1 pour pouvoir payer leurs clients, soit ils vont devoir bloquer les retraits et empêcher leurs clients de retirer. Ça, c'est ce que je comptais vous dire il y a 36 heures. Mais entre-temps, Celsius Network a coupé les retraits, c'est-à-dire que les utilisateurs ne peuvent plus retirer leurs Ethers. Pour le coup, ce ne sont pas que les retraits d'Ether qui ont été coupés par la plateforme Celsius, c'est l'intégralité des retraits de tous les utilisateurs. Celsius, c'est quand même 1,2 million d'utilisateurs, 12 milliards sous gestion, du coup ça fait énormément de bruit, et beaucoup de gens pensent également qu'en plus des Ethers, il y a un gros manque de liquidité sur les stablecoins que la plateforme doit à ses clients suite au problème du ST. Quoi qu'il en soit, on va avoir plus de détails dans les jours qui viennent. En attendant, si vous aviez des fonds sur la plateforme Celsius, restez bien à jour, restez bien informés, car je pense qu'on va avoir de mauvaises nouvelles dans les jours qui viennent. À savoir que cette mauvaise nouvelle-là fait également peur au marché et plonge encore plus les crypto-monnaies, notamment certaines positions de Celsius qui font que si on se rapproche des 17 000 $ par Bitcoin, il peut y avoir de gros effets de liquidation sur certaines de leurs positions. Bref, à suivre, mais ça accélère encore plus le mouvement de panique sur les marchés. Alors, théoriquement, ça ne devrait pas être inquiétant. Il suffit d'attendre, quand le merge a lieu, on récupère son Ether. Cette panique peut créer une opportunité. Attention, gros warning, c'est dangereux. Mais comme vous l'avez compris, un ST Ether sera égal à un Ether, à la fin, quand on pourra y accéder. Ce qui veut donc dire que s'il y a un décalage entre les deux actifs, il devient très intéressant d'acheter de l'ST Ether, surtout si vous comptiez conserver votre Ether sur le long terme. Vous échangez une partie de vos Ethers contre des ST Ether, vous allez donc en avoir plus, et il vous suffit d'être patient, et vous les obtiendrez en bout de course quand il y aura la fameuse fusion entre la chaîne originale d'Ether et la beacon chain. Le risque est naturellement présent. Imaginons que vous investissiez des dollars pour acheter de l'ST Ether dans le but d'obtenir encore plus d'Ether in fine. Aujourd'hui, vous allez gagner 50 $ sur un échange. Là où l'Ether est à 1530 $, l'ST Ether est à 1470 $. Environ 60 $ d'échange entre les deux. Les amis, quand j'ai tourné cette vidéo il y a à peu près 36 heures, l'Ether était autour des 1500 $. C'est déjà plus le cas. L'Ether a continué à plonger. Il est actuellement autour des 1150, 1200 $. Donc quand cette vidéo sortira, on sera plus proche de ces valeurs et je voulais mettre une petite correction. Imaginez que vous preniez une position en ST Ether, mais que vous ne puissiez récupérer l'Ether que dans 3, 6, peut-être 9 mois. À ce moment-là, pour une variation de 60 $, le prix peut s'être effondré bien plus bas, comme il peut évidemment avoir pris de la valeur. Mais quoi qu'il arrive, vous allez pour un petit gain de change que vous ne pouvez pas réaliser maintenant, prendre une position qui va vous engager sur le long terme. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de jouer avec la panique. Pourquoi pas mettre des ordres limites et dire, s'il y a un mouvement de panique et que le ST Ether s'échange pendant quelques instants à 600 ou à 700 $, là je prends le risque. Parce que là j'achète instantanément à 700 $, quelque chose qui, in fine, vaudrait sur le prix d'aujourd'hui 1500 $. Beaucoup de gens sont en train de faire ce genre de pari et sont en train d'essayer d'arbitrer. Naturellement, les grands perdants sont ceux qui paniquent aujourd'hui et qui vendent leur ST Ether en partant du fait qu'il peut s'effondrer encore plus, au profit de certaines personnes qui, eux, l'achètent moins cher de 60 $ que le prix qu'ils devraient avoir. Quoi qu'il arrive, dans une phase de baisse où la plupart des crypto-monnaies s'écrasent et beaucoup de gens perdent de l'argent, ça accélère encore plus la panique, étant donné que Bitcoin et Ether sont les deux grosses crypto-monnaies les plus conservées. Avoir un problème de cette ampleur sur Ether serait tout simplement effrayant. Et c'est pour ça qu'Ether perd plus de valeur. Beaucoup de personnes ne comprennent même pas l'enjeu, ne comprennent même pas ce qui passe, et vont tout simplement vendre leurs Ethers pour sortir de ce marché, pour y revenir plus tard quand ils auront plus de visibilité. Alors maintenant, parlons de la deuxième chose. Il y a très peu de temps, Vitalik Buterin ainsi qu'un autre gros développeur de l'équipe Ethereum ont annoncé que le merge devrait avoir lieu entre août et octobre 2022, c'est-à-dire dans les mois qui viennent. Dès 2016, la fondation Ether annonçait le fait de vouloir passer en Proof of Stake d'ici 2 à 3 ans. Autant vous dire que ce n'était pas le cas en 2017-2018, mais petit à petit, on y vient et on semblerait sur le point de pouvoir enfin réaliser la fusion de ces deux zéros et amorcer le passage d'un Proof of Work à un Proof of Stake. Alors globalement, qu'est-ce que ça change pour Ether? Premièrement, un point de scalabilité. Alors attention, ça ne veut pas dire moins de frais de transaction, en tout cas pas tout de suite. Le fait de passer en Proof of Stake va permettre à la blockchain Ether d'utiliser ce que l'on appelle du sharding. Je ne vais pas vous en reparler là, c'est un système assez complexe, mais ça permettrait dans un second temps de diminuer drastiquement les frais de transaction
transactions qu'il y a sur le réseau pour un même volume de transactions. Même si ça ne permet pas la scalabilité directe, ça la permettrait dans une seconde étape. Instantanément, dès qu'on passe sur le réseau en Proof of Stake only, à ce moment-là, il y a un changement d'efficacité énergétique. La blockchain serait 2000 fois plus efficace et diminuerait sa consommation énergétique d'au moins 99% pour le même nombre de transactions. L'objectif de la fondation Ether est évidemment de passer d'un Proof of Work à un Proof of Stake en essayant de garder les mêmes standards de sécurité, qui est un enjeu de taille et qui n'a jamais été fait, en tout cas à cette échelle. Passer un projet de Proof of Work à Proof of Stake, c'est une chose, c'est quelque chose de techniquement très complexe, mais en plus de ça, le deuxième réseau blockchain le plus utilisé au monde, c'est-à-dire la blockchain Ether, sur laquelle sont basés des milliers de projets et des milliers de smart contracts qui permettent de faire par exemple de la finance décentralisée, ou encore la plus grosse blockchain qui héberge des NFT, passer ça d'un réseau à un nouveau consensus de validation et de sécurisation des blocs, c'est tout simplement complètement fou et c'est l'événement qui sera probablement le plus marquant en 2022 si ça a lieu d'ici la fin de l'année. Alors on parle très souvent du fameux triangle de la blockchain quand on crée une blockchain d'infrastructure. Ce triangle balance entre la sécurité de la blockchain, entre la décentralisation, le fait que ce soit bel et bien gouverné par les utilisateurs et pas par quelques validateurs ou par quelques investisseurs, et la scalabilité, le fait que l'on puisse tenir beaucoup de transactions très rapidement sans avoir des frais exorbitants par transaction. L'objectif de passer sur un Ether 2.0, donc le fameux merge, serait d'essayer de conserver le plus possible de sécurité, mais surtout d'obtenir plus de scalabilité à terme et conserver la même décentralisation. Et c'est naturellement un enjeu très complexe, car dès que l'on s'éloigne d'un de ces trois points pour essayer de se rapprocher d'un autre, on va naturellement devoir faire des concessions. C'est également une épreuve par le feu, car strictement aucune blockchain avec autant de transactions qu'Ether n'a fonctionné sur un Proof of Stake complet. Il serait donc possible de constater que même sur un Ether en Proof of Stake, il y aurait certaines congestions quand il y a beaucoup d'utilisateurs. Je le rappelle, cette toute première étape ne vient pas diminuer les frais de transaction. Bien que ça devrait permettre des exécutions de transactions plus rapides, les frais, eux, pourraient être amoindris uniquement dans un second temps si Ether commence à utiliser des technologies de sharding. Ce sont les Layer 2 des secondes couches blockchain qui, elles, peuvent apporter ces solutions de scalabilité, tout comme le Lightning Network le fait déjà sur la blockchain Bitcoin. Je vous mets une petite vidéo là si ça vous intéresse. Mais si le merge a lieu, ça va également changer beaucoup de choses dans les métriques d'émission des Ethers. À l'heure où je vous parle, la blockchain en Proof of Work d'Ether émet environ 5 millions de nouveaux Ethers par an, alors que la Beacon Chain, la chaîne en Proof of Stake, en émet 500 000 de plus. On peut donc dire qu'il y a 5,5 millions d'Ethers en plus chaque année. L'Ether est donc inflationniste. Cette inflation est venue se diminuer depuis l'EIP 1559, une mise à jour dont j'avais parlé, qui vient brûler un certain nombre d'Ethers quand il y a des surplus lors de grosses transactions et lors de moments de surcharge du réseau. Sur la moyenne des 12 derniers mois, ça a supprimé 2,9 millions d'Ethers. Ça a presque divisé par 2 le nombre de nouveaux Ethers générés, puisqu'on était à plus 5,5 millions, moins 2,9. À l'heure actuelle, il y a donc 2,6 millions d'Ethers en plus sur le réseau chaque année. Mais une fois qu'on sera passé dans un modèle uniquement en Proof of Stake, on devrait couper la rémunération des mineurs en Proof of Work. Ce qui devrait donc dire que l'on passe de 5,5 millions de nouveaux Ethers par an à 500 000 nouveaux Ethers par an, tout en gardant le IP 1559 qui viendrait baisser de 2,5 à 3 millions d'Ethers par an. On passerait donc d'une monnaie où il y a 2,6 millions de nouveaux Ethers par an à une monnaie où chaque année on en supprime à peu près l'équivalent. Dans une interview de 21 millions, un expert de la blockchain Ether dit même que ce serait l'équivalent de 2 à 3 halving day sur Bitcoin en une seule fois, mais pour la blockchain Ether. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un halving day, je vous invite à regarder cette vidéo. En tout cas, c'est un événement très marquant qui augmente la rareté d'un jeton puisqu'elle vient diminuer le nombre total de jetons en circulation, ou du moins sa vitesse d'émission. Là où sur Bitcoin ça diminue l'inflation, sur Ether ça devrait faire passer la monnaie d'un stade inflationniste à un stade déflationniste. Mathématiquement, sur le long terme, ça peut avoir un impact à la hausse sur le prix. Encore une fois, rien nous dit qu'il n'y aura pas d'autres mises à jour qui viendront modifier ces métriques d'ici là. Mais c'est pas tout. Le passage sur le merge va donc libérer l'intégralité des Ethers qui ont été bloqués par les utilisateurs depuis décembre 2020. Ça représente aujourd'hui 11% des Ethers total en circulation. On sera peut-être à 13 ou 14% d'ici là. Ce qui veut donc dire qu'on va avoir des utilisateurs qui avaient bloqué des Ethers pendant une très longue période indéterminée, Ether qui a pris beaucoup de valeur et qui en a reperdu beaucoup, et des utilisateurs qui étaient piégés et qui ne pouvaient pas revendre leurs Ethers à ce moment-là. Il est donc possible que le jour du merge, bien qu'il y ait une modification sur les constantes financières du projet qui viennent à diminuer la quantité totale d'Ethers sur le long terme et donc à augmenter sa rareté, sur du très court terme, il y aura des nouveaux Ethers en circulation qui étaient jusqu'à présent immobilisés pour une longue période et il est possible qu'il y ait des mouvements de vent, venant ainsi impacter le prix à la baisse. Alors je sais que ça fait beaucoup d'infos positives, négatives à interpréter, c'est évidemment très délicat, vous vous en doutez bien, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas définir si le prix va monter ou baisser, et peut-être qu'il baissera sur du short terme et qu'il prendra de la valeur ensuite sur du plus long terme. Quoi qu'il arrive, je le rappelle, personne n'a de certitude sur cette question.
question. Et quand on est dans les crypto-monnaies, mieux vaut viser long terme pour parier sur les sous-jacents technologiques et la valeur fondamentale, plutôt que d'essayer de faire un pari à 7 jours ou à 15 jours, parce que très clairement, ce n'est pas un investissement selon moi, et ça devient justement un pari sur du trop court terme, parce qu'on ne maîtrise pas du tout ce marché, qui, en plus de ça, est très volatile. On rebondit également sur une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire le merge sur un testnet. Alors un testnet, comme son nom l'indique, c'est un test network, c'est-à-dire un réseau de tests. Il est censé fonctionner exactement comme le réseau Ether, mais dans un environnement de test où il n'y a pas de frais de transaction, ce qui permet aux développeurs d'essayer la mise à jour sur un réseau de test avant de le faire sur le réseau originel. Je vous rappelle, le réseau originel d'Ether est l'un des réseaux blockchain les plus utilisés au monde. C'est, comme beaucoup de personnes utilisent l'image, changer le moteur d'un avion en plein vol. On n'a pas le droit à l'erreur, sinon c'est tout qui s'arrête et là les conséquences sont catastrophiques. Alors en réalité, c'est même un petit peu plus compliqué parce que c'est pas changer un moteur en plein vol, c'est faire fonctionner deux moteurs différents, un à essence, un électrique, au même moment et en plein vol. D'où le fameux mot fusion. Quoi qu'il en soit, le fait qu'ils aient réussi à le faire sur un environnement de test est très prometteur. Ça ne suffit pas à dire que la mise à jour va bien fonctionner. En attendant, si ça n'avait pas marché, ça aurait suffi à dire qu'ils n'étaient pas prêts du tout à annoncer le passage officiel du Proof of Work vers le Proof of Stake. Alors c'est un petit peu différent quand même, parce que comme il n'y a pas de frais de transaction, il n'y a pas d'incentive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récompense pour les validateurs sur le réseau testnet. De la même façon, s'il y a des bugs et que des hackers auraient pu s'en rendre compte, les hackers passent très peu de temps sur le réseau testnet. Parce qu'en effet, à quoi bon se prendre la tête pour essayer d'hacker un réseau s'il n'y a pas de récompense au bout? Naturellement, on n'aura pas la même situation quand le merge aura lieu sur le réseau officiel. Malgré tout, c'est très encourageant, ça a permis justement de valider le fait qu'ils voulaient faire cette mise à jour finale entre le mois d'août et le mois d'octobre, et préciser qu'à part gros bug ou très grosse surprise technique, ça aura normalement lieu dans cette fenêtre de temps. Encore une fois, il reste maintenant à appliquer cette même mise à jour sur d'autres réseaux testnet afin de vraiment être confronté à tous les différents bugs possibles, ou du moins un maximum pour anticiper les potentiels problèmes que l'on pourrait rencontrer lors de la phase finale quand on va s'attaquer au vrai réseau Ether sur lequel tout le monde est aujourd'hui. Je voulais terminer cette vidéo par un thread de Vitalik Buterin, le créateur d'Ether. Il parle de beaucoup de contradictions. C'était le 17 mai 2020, donc il y a un peu moins de 3 semaines. Et il parle de beaucoup de contradictions entre sa vision, ce qu'il ressent lui dans le monde de la blockchain et notamment sur Ether, et la réalité qu'il constate. Alors il y a beaucoup de points qui sont assez complexes, assez profonds et dont on peut pas comprendre exactement la portée, mais il y a quelques points qui sont assez intéressants et je voulais les mettre sous les yeux. Quoi qu'il arrive, l'entièreté du thread est sous vos yeux. Le lien est dans la description et je reviens tout de suite sur les 2-3 cotations qui m'ont le plus fait réfléchir. Alors comme je vous l'ai dit, des contradictions entre ses pensées et ses valeurs qui n'ont pas totalement été résolues dans sa réflexion et qu'il préfère rendre publiques. Déjà, une contradiction entre le fait qu'il voudrait voir un Ether un peu plus Bitcoin-like. On parle principalement des valeurs, un système totalement inviolable et décentralisé, donc dans la stabilité mais également dans la culture, mais que pour que ce soit réalisable sur le long terme, il faudrait prendre énormément de décisions coordonnées sur le court terme et appliquer ces changements maintenant pour pouvoir tendre vers un long terme qui ressemble plus à ce qu'il aimerait, notamment se rapprocher des valeurs de Bitcoin. Une contradiction entre le fait qu'il aimerait voir Ethereum devenir une Layer 1, donc une première couche de blockchain qui peut survivre à des circonstances extrême, et le fait que beaucoup d'applications construites sur Ether, donc construites sur ce moteur qu'il aimerait voir inviolable, sont basées sur des critères de sécurité eux-mêmes bien plus fragiles que la base qu'il voudrait proposer. Et donc des applications qui acceptent de beaucoup plus gros risques que ce qu'aimerait proposer la blockchain Ether comme standard pour la plupart de ces applications. En gros, le fait qu'il essaye de proposer un moteur de voiture qui fonctionne bien et qui met tout le monde en sécurité, et le fait qu'il y ait des gens qui modifient eux-mêmes leur véhicule pour rajouter d'autres dangers et d'autres risques énormes sans que ça puisse même provenir du moteur. Un autre point très intéressant, c'est sa contradiction entre le fait qu'il aime tout ce qui est décentralisation et démocratie, le contrôle du peuple par le peuple et pour le peuple, mais sa réalisation sur le fait qu'il est en accord avec ce qu'il appelle l'élite intellectuelle, plus que la plupart des gens, le peuple, et il le précise, absolument pas le cas sur toutes les réflexions, mais sur certaines réflexions, et je pense qu'il parle de points techniques, encore une fois on n'a pas le détail, et ça fait réfléchir parce que ça voudrait dire que de son point de vue et avec sa visibilité, bien qu'il défende la décentralisation et la démocratie, il est parfois en accord avec les décisions d'une minorité qui, elle, a plus de visibilité de la situation actuelle plutôt que de la demande du plus grand nombre. Encore une fois, je vous mets le tweet exact sous les yeux, c'est mon interprétation. D'ailleurs, si je vous parle de ces doutes-là, c'est parce que j'aimerais votre réaction en commentaire sur la contradiction qui pour vous est la plus évidente, si au contraire vous avez une position bien arrêtée sur l'une de ces contradictions, ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec la question qui est remise en cause. Une autre très intéressante car on en parle beaucoup, sa contradiction entre le fait qu'il est content de voir énormément de pays adopter justement des expérimentations sur la monnaie pour changer tout simplement la façon dont la monnaie est gérée. En l'occurrence, il parle des monnaies numériques de banque centrale, les MNBC, et sa réalisation du fait qu'énormément de gouvernements vont très probablement utiliser cette technologie pour faire une
crypto entre guillemets monnaie, mais qui sera centralisée et absolument pas friendly envers les utilisateurs. En gros, le fait que les gens vont utiliser des outils comme la blockchain, non pas pour faire des monnaies plus justes, plus libres et plus transparentes, mais bel et bien des monnaies qui permettraient encore plus de contrôler les gens. Une autre contradiction qui va vous parler beaucoup, sa contradiction entre le fait qu'il déteste énormément d'applications de la finance, notamment, et il écrit, des singes à 3 millions de dollars, on parle clairement des NFT qui se vendent à des prix exorbitants, et également son appréciation du fait que ce sont ce genre d'initiatives et ce genre de projets qui lèvent beaucoup d'argent qui permettent également le financement et le développement de l'écosystème et donc d'autres initiatives bien plus sérieuses et bien plus créatrices de valeur. Une autre contradiction très intéressante, la contradiction entre ses désirs pour que la crypto se développe au-delà de la finance et que ce ne soit pas uniquement des applications financières qui sortent du monde de la crypto-monnaie et la réalisation du fait qu'aujourd'hui, ce sont les applications crypto en lien avec la finance qui ont le plus grand succès, notamment auprès des pays du tiers-monde et donc des personnes les plus vulnérables sur bien d'autres aspects. Pour finir, je vous en prends une petite dernière qui est un peu plus technique. Sa contradiction entre le fait de vouloir faire une première couche blockchain, donc un layer 1 très simplifié, mais qui par nature, s'il est très simplifié, ce sont les couches au-dessus, les layer 2 qui vont être plutôt complexes, ou le fait de travailler directement sur la simplification de l'entièreté de l'écosystème, et donc, que l'on peut pressentir, encore une fois ce n'est qu'une interprétation, travailler sur potentiellement un layer 2 officiel utilisé par beaucoup plus de monde, ou pourquoi pas proposé par Ethereum Foundation. Alors évidemment les amis, c'est de l'anglais, il y a de l'interprétation derrière, mais je trouve que certaines réflexions sont intéressantes. Beaucoup de gens, d'ailleurs il y a eu une blague, si je dis pas de bêtises, il y a le créateur de Cardano qui lui a dit « il n'est pas trop tard pour rejoindre Cardano ». Très drôle, beaucoup de gens voudraient voir un leader qui est certain de lui, qui est certain de ses positions. J'estime que vu l'importance de la manœuvre qu'est en train de faire Ether, avoir quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui continue à se poser des questions et qui remet continuellement en cause beaucoup de certitudes qu'il pouvait avoir dans le passé afin de se re-questionner lui-même et de se re-challenger, je pense que c'est une très bonne chose. En tout cas, c'est très sain pour la construction d'un écosystème qui se veut considérer tout le monde. Encore une fois, ça peut faire peur à certains, notamment des analystes qui du coup voient un Ether qui peut s'effondrer jusqu'à 420 $, comme on a pu le voir très récemment dans la presse, tout comme on pouvait voir en plein bull run des gens qui donnaient d'ici 2, 3, 4 mois, l'Ether touchera les 5, 10, 15 000 $. De toute façon, on le voit dans les deux sens, à la hausse ou à la baisse, en fonction du cours et de ses variations. Je suis très curieux d'avoir votre avis, que ce soit sur quelques-unes de ces contradictions, n'hésitez pas à les citer avant de répondre en cotation, afin que je sache de laquelle vous parlez. Peut-être une autre que je n'ai pas lue et qui vous intéresse pour autant, mais globalement, ce qui m'intéresse encore plus, c'est votre sentiment vis-à-vis du leader de la plus grosse blockchain qui, il y a à peu près un mois, a tout simplement annoncé toutes ces contradictions, qui sont quand même des vraies contradictions profondes et importantes, qui, je pense, doivent un petit peu torturer son esprit vu le chantier qu'il a entre les mains tous les jours depuis plusieurs années et la lourde charge qu'il a sur les épaules avec le développement et la gestion de l'équipe d'Ethereum Foundation. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu. Ça m'a particulièrement intéressé parce que cette vidéo liait à la fois l'actualité, à la fois le fait qu'il y ait des variations et qu'il y ait beaucoup de choses à comprendre sur l'ST Ether qui fait qu'il y a potentiellement un risque, potentiellement des opportunités, mais que c'est quand même bien différent de ce qui se passe avec le Luna qui a entraîné l'UST. Là pour le coup, derrière chaque ST Ether, techniquement Lido a bel et bien garanti un Ether dans le contrat de la chaîne principale, donc ce n'est qu'une question de liquidité et pas une question de collatéral. Le géant de la plus grosse des blockchains qui a des contradictions et qui en fait part publiquement sur les réseaux sociaux, et également une prouesse technique qui a été appliquée et qui semblerait nous réconforter dans le fait qu'Ether va bel et bien faire sans merge cette fameuse fusion dans les mois qui viennent. Quoi qu'il en soit, c'était important de le comprendre. J'ai fait une première vidéo sur Ether classique face à Ethereum il y a très longtemps. Ensuite, j'ai fait une vidéo il y a très peu de temps sur Ether 2.0, comment ça va fonctionner, en quelle phase. Et il fallait que je fasse une nouvelle vidéo aujourd'hui pour mettre à jour la situation. Ça bouge très vite, beaucoup de choses changent, beaucoup de règles interviennent. Naturellement, je me devais de faire un fil conducteur qui vous permet de comprendre comment évolue la deuxième plus grosse blockchain et crypto-monnaie de tout l'écosystème. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner, ça fait du bien par les temps qui courent. On se retrouve dès la semaine prochaine sur cette chaîne YouTube pour une prochaine vidéo et on s'attaque à un gros morceau. On en voit sortir des vertes et des pas mûres sur la question Bitcoin et sa consommation énergétique. À très bientôt, au revoir tout le monde.